Bonjour, je suis Adèle. Ici, vous découvrirez des voyages qui ont bouleversé la vie et chamboulé les convictions d'hommes et de femmes de tous âges et de tous horizons. Chaque semaine, je reçois un invité qui me raconte en quoi un pays a transformé sa vision du monde ou l'a poussé à quitter un mode de vie qui ne lui correspondait plus. Alors laissez-vous porter par le premier podcast qui raconte une histoire autour d'un voyage. Bienvenue chez les Frenchies autour du monde, le podcast des voyages qui ont du sens. Si vous voulez suivre les coulisses du podcast et être informé des dernières nouveautés, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram et au compte Facebook Frenchies autour du monde. Les liens sont directement dans la description de l'épisode. Le podcast est également diffusé toutes les semaines sur la web radio Allô la planète. Je vous souhaite une belle découverte sur allolaplanète.fr. C'est après être tombés en amour pour le Sri Lanka lors d'un voyage que Clémence et Fabien ont décidé de s'y installer. Et vous allez voir que leur vie sur place n'a pas été de tout repos. Ensemble, on revient sur le projet de vie entrepreneurial qu'ils avaient imaginé entre maison d'hôtes et agence de voyage et qui évidemment ne s'est pas du tout passé comme prévu. En effet, Clémence et Fabien ont dû faire face à des attentats, une pandémie et un pays qui s'est déclaré en faillite. Mais comme le dit si bien l'adage, quand on aime, on ne compte pas, quitter le Sri Lanka leur était inconcevable tant ce pays a été une révélation pour eux. Alors, on revient ensemble sur comment tous ces événements les ont amenés à se réinventer et en quoi ce pays occupe une place toute particulière dans leur cœur. Je vous souhaite une très belle écoute. Hello Clémence, hello Fabien. Hello. Bienvenue dans le podcast. Merci. Ça me fait super plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui parce qu'on va parler du Sri Lanka et on n'a encore jamais abordé cette destination depuis les 5 saisons du podcast quand même. On est content d'être les premiers à en parler. Ouais, il était temps. Ouais. On a plein de choses à raconter. Ouais, ça va être super intéressant. Peut-être qu'on pourrait commencer par une petite présentation pour les auditeurs. Donc nous donner votre prénom, votre âge, d'où est-ce que vous venez en France et ce que vous faites dans la vie. Alors, on est Clémence et Fabien, on a une bonne trentaine. D'où est-ce qu'on vient en France? Alors moi je suis parisienne, et Fabien n'est pas français, Fabien est suisse, il vient de Genève. Donc qu'est-ce qu'on fait dans la vie? On a un blog sur le Sri Lanka. Donc Clémence a commencé à alimenter en 2018. Donc c'était suite à un premier voyage au Sri Lanka. L'envie d'écrire un petit peu nos récits. Et un petit peu plus tard, on a lancé une agence de voyage qui s'appelle le collectif Green Walk. Et en fait, on souhaitait faire de l'écotourisme au Sri Lanka. Ok. Ensuite, question que je pose à tous les invités du podcast avant vraiment on commence à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous dire chacun d'où vous vient votre passion pour le voyage? Chaque année, on aimait bien, en général, on faisait une destination en Europe et une destination plus lointaine. Et on a commencé, c'est vrai déjà avant qu'on se rencontre, on voyageait tous les deux, mais peut-être pas à une telle fréquence. Et le fait d'être ensemble aussi nous a donné envie d'aller découvrir des choses. Donc on a eu cette envie de voyager plus souvent, plus fréquemment et plus loin. Moi vraiment, ma passion du voyage, elle est venue, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble. Et en fait, Fabien a organisé un voyage surprise pour mon anniversaire à Bali. Et en fait, ça a été vraiment ouais, franchement, en plus il avait fait les choses en vraiment tip top quoi. Et moi, c'est vraiment ce premier voyage qui m'a fait OK, en fait, les voyages c'est incroyable. J'avais déjà voyagé en Europe, mais pas loin à l'époque. Et avec ta famille, plus petite, pas forcément? Toujours en Europe et beaucoup en France, mais vraiment. Pas des voyages vraiment dépaysants entre guillemets ou Non, moi jamais. ouais. Non. C'est vrai que pour ma part, avant de rencontrer Clémence, j'avais déjà fait quelques pays d'Asie et j'avais eu un crush quand même un coup de cœur sur l'Asie. Ok. J'avais déjà vadrouillé et puis avec Clémence, c'est vrai que ça nous a donné encore plus envie de découvrir, D'explorer par là. Ouais. d'explorer et l'Asie notamment. Et quel type de voyageur vous êtes quand vous partez en voyage? J'imagine que ça a en plus évolué avec les années.
Alors, c'est vrai qu'on était un petit peu plus téméraire et aventurier il y a 9 ans. Là, en fait, là, actuellement, on est en voyage long terme. Ça va faire 1 an qu'on est parti du Sri Lanka pour voyager en Asie. Et c'est vrai qu'on est sur la fin du voyage, donc c'est vrai qu'on prend un peu plus notre temps. On aime bien notre petit confort quand même, donc on va pas dans des hôtels 5 étoiles ou quoi que ce soit, mais voilà, on veut toujours que ce soit propre, on veut toujours qu'il y ait notre chambre. Là, on voyage en sac à dos, mais c'est vrai qu'au Sri Lanka, la première fois, on l'avait fait avec un guide. Je pense que ça dépend en fait de la période de notre vie, ça dépend du budget qu'on a à accorder au voyage, ça dépend du voyage et de notre état d'esprit pour ce voyage. Vous êtes plutôt prévoyant ou pas forcément, à plus vous laisser quand même porter Je dirais qu'on est... Ça, c'est peut-être à cause de moi. C'est de mon côté suisse, mais j'aime bien tout préparer. Après, il y a toujours une part d'improvisation, c'est clair. Là, d'autant plus sur le voyage long terme qu'on est en train de faire. Ça, c'est quasiment inévitable. Après, quand les années précédentes, on partait, on va dire, sur des durées conventionnelles, on avait les vacances d'un peu tout le monde, 2 semaines, voilà. C'était tout fait, tout préparé. Là, pour le coup, pour ce long voyage qu'on a entamé il y a quelques mois, il y a un petit mélange de tout. Et ça nous va bien. Ouais, pour te donner une idée, à la base, quand on a planifié ce voyage long terme, on s'était dit, ok, on partira sur une période de 6 mois. Ça va faire 1 an. Après, c'est dur de s'arrêter, hein, ça devient une drogue. Hein. On le dit à chaque fois, mais... Ouais, c'est vrai. Oui, et par contre, je me fais quand même une remarque sur ces longs voyages, et je pense qu'on est quelques-uns aussi à avoir partagé cet avis. À la fin, ça peut être aussi fatigant. Oui, C'est sûr que complètement. c'est pas... on se plaint pas du tout, hein, on est très très heureux de ce voyage, on a une chance inouïe, on a découvert et vu des choses extraordinaires. C'est simplement que le fait de plier bagages tous les 2 jours ou tous les 3 jours et de s'installer dans un nouvel endroit et de tout le temps changer et de ne pas avoir de routine, ça pèse au bout d'un moment. Et, Ouais, on en a parlé justement avec les One-Lifers qui sont partis en tour du monde, pareil, 10 mois. Et ils disent qu'au bout d'un moment, t'es quand même épuisé quoi, par tout ça. Ouais, on confirme. Même si tu kiffes, hein, évidemment, jusqu'à la dernière minute, mais c'est très fatigant. Là, c'est vrai qu'on a hâte de rentrer et de pouvoir enfin se retrouver notre petit cocon, notre petite routine mais on repartira bien sûr dès que c'est possible, hein. Mais je pense qu'on a Évidemment. besoin d'un break. On a besoin de rentrer pour mieux repartir. Ouais, exactement. Et alors, comment vous vous êtes rencontrés tous les deux? Clémence travaillait à Genève. J'avais une salle de sport. Une salle de sport, un business familial. Et moi, j'avais créé déjà ma première petite entreprise où je vendais en fait des cartes de réduction. Et un jour, j'étais venu démarcher justement la salle de sport dans laquelle Clémence travaillait. Et en fait, j'ai fait une super bourde ce jour-là d'ailleurs parce que Clémence s'est présentée, elle a dit bonjour et je lui ai dit j'aimerais parler au directeur. Et en fait, c'était Clémence le... Ça commence bien. Ouais, le directeur. Mais comment est-ce que ça a fini par bien finir? Un jour, ah ouais, deuxième boulette. Un jour, en venant me voir, il a perdu l'équivalent de 50 ou 100 francs dans la rue, je sais plus. 200. Ouais, voilà, 200 francs dans la rue, et puis il m'a fait une petite blagounette, ah, tu vois, tu me coûtes cher, machin, et puis du coup, je dis, bah écoute, viens, on va boire un verre, comme ça, je te rembourse en gros ton argent, quoi. Et puis voilà. Est-ce que très vite, comment dire, vous avez commencé à parler du voyage ensemble? Genre, est-ce que c'est devenu un peu un point commun qui a fait aussi que... Alors, oui, ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide parce que tout de suite après, en fait, il y a eu ton anniversaire, enfin quelques mois après, et moi déjà, je t'avais offert le voyage surprise à Rome, et parallèlement, toi, C'est déjà des histoires de voyage. Ouais. Et parallèlement, Fabien, en fait, organisait déjà le voyage à Bali pour mon anniversaire. Donc, en fait, quasiment tout de suite, on a commencé, en fait, à voyager, ouais. Au final, on a trouvé ça intéressant pour se découvrir et évidemment, on l'est toujours, heureusement, amoureux et c'était un bon moyen de se découvrir l'un l'autre et justement de partager plein de choses ensemble et c'est vrai que les voyages, ça nous a unis encore plus fortement.
Ouais, c'est clair, ça crée vraiment un lien. Et donc, alors, on pourrait peut-être rentrer enfin dans le contexte de l'épisode et revenir donc sur le Sri Lanka. Donc, c'est un voyage que vous avez fait en 2018, donc pour tes 30 ans, Clément, si je ne me trompe pas. Ouais. Comment est-ce que c'est venu sur la table d'avoir envie de partir au Sri Lanka? Bah, en fait, donc chaque année, on choisissait une destination lointaine et une destination en Europe. Et j'avais vraiment eu un coup de cœur pour Bali, pour tout ce qui est nature, faune, enfin vraiment la faune et la flore, ça m'avait frappé. Les voyages suivants, on avait fait des pays un peu plus développés, un peu plus modernes. On avait fait le Japon, on avait été à New York, on avait fait la Chine, on avait fait la Corée. Et là, j'avais vraiment envie de retrouver un peu une faune et une flore. Et donc, j'avais commencé à regarder pour des safaris. Et là, c'était hors budget. Et en fait, En Afrique, hein. ouais, pour des safaris en Afrique, pardon. Et c'était vraiment hors budget. Et puis, tout le monde a commencé à me parler du Sri Lanka en me disant, tu sais, tu peux y faire des safaris, etc. Donc, en fait, tout naturellement, on s'est penché là-dessus. Puis, vu que c'était le voyage de mes 30 ans, bah, effectivement, Fabien était pas super chaud à la base parce que j'avais peur que ça ressemble trop à l'Indonésie. En Et, fait, c'est vrai qu'en regardant, j'avais même aucune idée d'où était le Sri Lanka à l'époque. Et j'ai commencé à regarder sur Internet. C'est vrai qu'au niveau des images, il m'a semblé que ça ressemblait quand même étrangement à Bali et à l'Indonésie. Je voyais ces rizières, au niveau des paysages. Et voilà, du peu que je voyais, je me disais, ah, j'ai l'impression qu'on va refaire un peu la même chose. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. Mais c'est vrai qu'on entend quand même moins parler que d'autres pays d'Asie, du Sri Lanka. Ouais, bien sûr, hein. En fait, je dirais à cette période 2018, c'est vrai que le Sri Lanka, les gens commençaient doucement à en parler. C'était toujours pas une destination touristique, ça ne l'est toujours pas. Après, évidemment, bah, il y a eu ce qui a suivi, hein, le Covid et puis les autres événements internes au Sri Lanka. Mais non, ça reste une destination pas très touristique et vraiment très attrayante. C'est vrai que je dirais que le Sri Lanka, c'est un petit peu le Costa Rica d'Asie du Sud. mm, D'Asie du Sud parce que au niveau de la biodiversité, c'est vrai que c'est une zone vraiment extraordinaire. mm. Donc vous arrivez pour 2 semaines au Sri Lanka. Et là, c'est un peu genre la big surprise. Genre vraiment, vous y attendiez pas. Bah, moi, j'avais vraiment, j'en rêvais de ce voyage et à force de planifier. En fait, pendant qu'on planifiait le voyage, en fait, j'avais eu un accident, je m'étais cassé le pied. Donc, j'avais vraiment passé 4 mois à la maison à bûcher sur le Sri Lanka. Ah Donc, bah oui, du coup, tu réfléchissais ouais. au Donc, j'avais projet. vraiment les images du Sri Lanka. Mais je m'attendais pas à ça, en fait. Je m'attendais vraiment pas à autant, mais disons que je savais ce qu'on allait voir. Je m'imaginais bien les paysages. Fabien était un peu plus agréablement surpris quand même, parce que finalement ça ressemble effectivement à Bali, c'est très vert comme Bali, mais les paysages sont beaucoup plus diversifiés, beaucoup plus variés. Donc c'était une belle surprise quand même, non? Ah ouais, bien sûr, ouais, justement. Du coup, j'étais parti avec ça en tête, comme quoi ça allait être un Bali version 2 et en fait non, pas du tout. Un Ouais, upgrade un upgrade, ouais, de c'est Bali. ça. C'était un upgrade, exact. Et est-ce que pendant ce voyage, c'est genre vraiment un coup de cœur et vous vous dites, je me vois vraiment vivre là, ou c'est vraiment après quand vous rentrez et que vous encaissez tout ce que vous avez vécu que là vous vous questionnez? Je pense que effectivement, c'est quand même en rentrant, je dirais. Je sais pas ce que t'en penses, hein. Après il y a eu un coup de cœur pour le pays, mais il y a eu surtout un coup de cœur pour une personne. Sans cette personne, je suis pas sûre que on se serait dit ok viens on y va. Ouais, effectivement, c'est vrai on a eu de la chance pour le coup, chance qu'on n'avait pas eu à Bali, parce qu'à Bali, donc, on avait voyagé avec un chauffeur guide, donc c'était un monsieur qui était en même temps notre chauffeur et en même temps notre guide. Ça s'était vraiment pas très bien passé, et c'est dingue, hein, comme ça peut changer un voyage, hein. Et là, au Sri Lanka, pour le coup, on est tombé sur quelqu'un de vraiment génial, qui nous a fait découvrir son pays avec passion, et nous a donné non seulement envie de revenir, mais en fait, on le savait pas, mais il nous a donné envie de venir de manière permanente, quoi, de venir s'installer et développer quelque chose. Il nous a montré tout le potentiel qu'il y avait au Sri Lanka au niveau touristique et voilà un peu aussi le début de l'histoire de l'expatriation. Et vous vous souvenez du moment où vous avez discuté vraiment de ça? Pourquoi on n'irait pas vivre au Sri Lanka? Pourquoi est-ce qu'on quitterait pas tout ici pour
Moi, je m'en souviens bien parce que je suis rentrée du travail et puis c'est vrai que Fabien, qu'en fait, on a gardé contact avec le guide et Ouais. enfin, il s'écrivait quasiment tout le temps, mais déjà pendant le voyage, il s'en parlait, mais sans plus. Et On a comploté, en fait. Pendant que Clémence allait au travail, moi, je faisais des petits messages avec mon chauffeur guide préféré. J'essayais d'arranger notre escapade au Sri Lanka. et un soir, je rentre du travail et il me dit, écoute, enfin, franchement, tu peux plus vraiment être prof de sport parce que t'as le pied qui est toujours pas réparé. Moi, franchement, au niveau du boulot, enfin, c'est pas top. Enfin, pourquoi pas partir, quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? On n'a pas d'enfant. Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas au Sri Lanka tenter l'aventure, quoi? Et vivre à l'étranger, ça avait été quelque chose. Est-ce que c'est quelque chose qui vous faisait rêver, genre avant, ou pas forcément? C'était pas quelque chose qui vous intéressait de vivre ailleurs? Honnêtement, c'est vrai que c'est dingue parce que c'est comme si on n'y avait même pas pensé, ça n'existait pas en fait avant. C'est vraiment quelque chose qui est né et enfin, peut-être que c'était en nous, hein, j'en sais rien, inconsciemment ou autre, Ouais, c'est ça. mais Mm, ce mm. voyage, Qui s'est réveillé comme ça ouais, après, quoi. exactement, ouais. Je pense qu'il y a un moment donné, quand on a cet esprit d'entreprendre, il faut quand même un côté un peu aventurier, hein, c'est un peu fou de tout lâcher. C'est quand même un mélange de plein de choses, hein. Il faut que sa situation, faut que ça convienne. Là, par exemple, Clémence avait dit, bah voilà, on n'avait pas d'enfants, on avait la trentaine. C'est vrai qu'il y avait plein de choses qui se sont réunies qui faisaient que, ben pourquoi pas en fait. Mais il y a exactement cette étincelle en fait qui est apparue probablement au retour du voyage. C'est ce qu'on s'était dit avant, et ça nous a donné envie de creuser. Et puis là, en fait, après, bah c'est comme c'est comme créer une entreprise ou un projet. C'est tout s'enchaîne Mhm. quoi. On est excité, on a envie d'aller plus loin. Et d'ailleurs, il faut assez rapidement vérifier ben, quelles sont les procédures légales pour l'installation. Enfin voilà, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Mais pour le coup, voilà, il y a eu cette étincelle où on s'est Mhm. dit, ben, allez, pourquoi pas. Et alors, comment est-ce que on prépare une installation au Sri Lanka? Version suisse ou version française? Alors, déjà version famille. Déjà, tout le monde nous a dit, écoutez les gars, redescendez un petit peu quand même parce que partir 2 semaines dans un pays et en vacances et y aller, surtout le Sri Lanka, hein, je veux dire, on n'est pas parti en Belgique ou quoi que ce soit, c'est quand même un pays où la culture est totalement différente, où le regard de la femme est pas forcément ce qu'on a l'habitude, ce qu'on connaît en Europe. Donc voilà, on nous a dit, tout le monde nous a encouragés, mais tout le monde nous a dit, retournez là-bas, rencontrez des gens, Attention. voyez comment ça se passe, renseignez-vous sur les démarches administratives, les visas, etc. Si vous êtes toujours OK après y avoir passé un mois, 6 semaines vraiment à bûcher votre truc, on vous soutient. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc on est reparti, donc, le premier voyage était en avril, donc on est reparti au mois d'août. Donc là, vraiment notre idée c'était de rencontrer un maximum d'expatriés et surtout d'écouter les mauvaises histoires, parce que les bonnes histoires, tout le monde est prêt à nous les dire. Mais les mauvaises histoires des personnes qui ont perdu 200, 250 000 euros, il y en a beaucoup dans tous les pays d'Asie, d'Amérique, etc. Et donc on les a rencontrés, on a écouté ce qu'ils avaient à nous dire, on s'est renseigné sur les visas, les démarches, on a cherché un endroit où vivre parce que où est-ce qu'on veut s'installer, comment débuter une entreprise, etc. Et ensuite, donc quand on est rentré, ben là, il y a effectivement eu toutes les démarches, Fabien côté suisse, qui sont assez pointilleux, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ci. Moi, j'ai appelé la mairie, ils nous ont dit, écoute, tu veux partir, bah pars. Ok, rends ta carte vitale et c'est tout. Ok. Et puis, bah après on est parti, quoi, tout simplement. Et donc, c'est compliqué pour avoir. D'ailleurs, c'est un visa, c'est des permis de travail, comment ça se passe? C'est vrai que c'est très compliqué. Bon, globalement, dans pas mal de pays d'Asie, c'est pareil, hein. Il y a le visa retraité, mais c'est même pas le sujet. C'est en fait plus de 60-65. Là, c'est facile. Il y a des visas spéciaux, mais pour les jeunes qui souhaitent entreprendre comme nous, là, ça devient plus complexe. La plupart du temps, donc au Sri Lanka notamment, faut ouvrir une société. Il faut partager le shareholding avec un partenaire local.
Ah ouais. Ouais, il faut dans beaucoup de pays d'Asie, c'est comme ça, et le Sri Lanka n'y échappe pas. Je pense que c'est une politique pour protéger le travail des Sri Lankais avant tout. Donc le partenaire local a une majorité du départ, une majorité du shareholding, donc il a entre guillemets tout pouvoir. C'est là où il y a un risque qu'il faut vraiment Ah jauger. ouais. Et mais c'est comme ça, c'est inévitable, et en fait on va de par cette entreprise, il va y avoir ce qu'on appelle une lettre de recommandation, faite justement par le partenaire local, qui va dire voilà je fais la demande de visa pour un tel et un tel, donc pour Clémence, pour Fabien, qui sont employés de cette société. Et en gros, voilà, en résumé, c'est ça, et ça nous permet d'obtenir un visa et de pouvoir démarrer l'entreprise sur place. Et du coup, c'est un visa de combien de temps? C'est des visas d'1 an à chaque fois renouvelés. Donc tu dois renouveler. Est-ce que c'est compliqué à chaque fois le renouvellement ou ça va? Non, alors pour nous c'est pas compliqué parce que en fait Fabien a réussi à trouver des gazettes spéciales qui n'existent plus en fait, donc qui nous a permis d'avoir une société 100% à notre nom. Une gazette, ce que dit Clémence, des gazettes en fait au Sri Lanka, c'est Un article de un loi en article de fait. loi, ouais, concernant les Ok. entreprises. Oui, pas que les entreprises d'ailleurs. Ouais. Donc en fait pour nous c'est facile, on va à l'immigration avec les documents de la société et en fait on a tout de suite Puis voilà, c'est ouais. reparti. Ouais. Ouais. Bon, c'est déjà ça. Ouais, bah après c'est vraiment parce que Fabien va fouiner les moindres informations et que Ça c'est le parce que côté suisse, ça justement. Ouais. 6 mois après, la gazette elle a été enlevée et maintenant ce n'est plus possible d'avoir une entreprise 100% foreigner ou alors il faut passer par le bureau d'investissement et là c'est des sommes astronomiques qu'il faut verser sur un compte. Donc son côté suisse nous sert. Non, ouais, ça peut être pratique. Je précise une petite chose, c'est qu'en fait, on a réussi, ce que disait Clémence, nous, à faire une société qui est 100% à notre nom. Et le partenaire local n'est qu'un directeur. Voilà. Et grâce à une avocate aussi qui était très douée, on a pu jouer sur un article de loi, fameux article Gazette, qui nous a permis d'ouvrir cette société vraiment, vraiment super facilement. Et donc au niveau de votre logement, comment ça se passe au départ? Alors au départ, on avait prévu, on avait voilà plusieurs idées, plusieurs projets, et au niveau du logement, on s'est assez vite mis d'accord. On s'est dit qu'on n'avait pas envie. C'est vrai que beaucoup de personnes qui lancent un projet comme ça à l'étranger vont, sans vouloir rentrer dans des clichés, vont ouvrir une guest house ou un hôtel ou vont se lancer dans l'hôtellerie. On s'était dit qu'on voulait pas se lancer dans un projet comme ça, mais que ça serait bien d'avoir une ou deux chambres à louer au cas où, pour couvrir nos arrières. Au cas où les autres projets ne fonctionnaient pas bien, au moins on payait les factures et ça nous permettait de vivre. Donc on a cherché, ça nous a pris un bon moment, on a cherché des maisons sur le Bon Coin local en gros, et on cherchait des maisons avec 3 ou 4 chambres, comme ça on savait qu'on en prendrait une et qu'on mettrait les autres en location. Et en fait, on a ouvert notre guest house, et c'était pas du tout un projet voulu, et ça a commencé d'abord comme ça. Ok, finalement. Ouais. Ouais, finalement on a fait exactement ce qu'on voulait pas faire, mais on s'est dit le temps que l'agence se lance, qu'on ait une réputation, etc. Il fallait une rentrée d'argent. Enfin, Ouais. il fallait qu'on assure nos arrières, quoi. Et alors, au niveau routine, quotidien, comment ça se passe au début? Qu'est-ce que vous aimez de tout ça? Est-ce que tout de suite, très vite, c'est genre évident que oui, finalement, c'était ici que vous vouliez vivre? Bah honnêtement, les premiers mois, donc nous on s'est installé au Sri Lanka en janvier 2019. Les 2-3 premiers mois ont été à recherche maison, ameublement, etc. Donc en fait la routine tout de suite on l'a pas forcément eu. On a été très 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 occupés. On a ouvert la première maison, parce qu'on a eu 2 maisons. On a ouvert la première maison début avril. Et en fait, 2 semaines plus tard, on a eu les attentats. Ah oui, c'est arrivé super vite, ok. Ouais, donc en fait, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser des questions. Enfin si, quand il y a eu les attentats, on s'est dit, ok, dans quelle merde on s'est mis? Peut-être que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé exactement pour nous rafraîchir la mémoire. Ce qui s'est passé en avril 2019, pendant la messe de Pâques, donc il y a eu plusieurs attentats en simultané au Sri Lanka, donc qui ont fait plus de 250 morts.
C'est 4 églises qui ont été visées et 4 ou 5 hôtels de luxe, si je me trompe pas. Et alors évidemment, en fait nous on l'a appris, on s'est réveillé un matin, ça s'est arrivé très tôt le matin à la messe de Pâques, on a commencé à regarder les infos. Donc ça faisait 3 mois qu'on était installés. Franchement, c'était un petit peu la panique, parce qu'on se disait mais qu'est-ce qui se passe? On avait les voisins aussi qui étaient collés au téléviseur, puis qui commençaient à discuter entre eux. Donc En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le Sri Lanka a un gros passé derrière lui. Le Sri Lanka sort quand même de 30 ans de guerre civile. Ça fait seulement 14 ans que la guerre est terminée. Donc à ce moment-là, en fait, la question, parce que les attentats n'ont pas été revendiqués, ils ont été revendiqués très tardivement. Donc à ce moment-là, en fait, c'était qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la guerre civile qui reprend? Est-ce que c'est un attentat? Est-ce que, enfin voilà, on était vraiment dans un flou total. Ok. Et donc vous, dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment-là? Effectivement, en France, on a aussi eu des attentats, mais je sais pas, on est chez nous, on a nos proches, tout ça. Vous êtes loin de tout, vous êtes dans un pays que vous connaissez pas, vous venez juste d'arriver. Dans quel état d'esprit on est quand il y a tout ça qui se passe? c'est vrai que le fait d'être à l'étranger et de pas bien maîtriser alors, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on avait aussi peut-être pas bien étudié la situation politique du pays, même si, alors là pour le coup, malgré le fait que je sois suisse, il aurait fallu être vraiment pointilleux pour aller fouiner là-dedans. Je pense que c'est aussi un coup de malchance. Et pour le coup, on a eu peur. On a eu peur, on s'est demandé ce qu'allait se passer. On a vu que les touristes couraient vers l'aéroport. Évidemment, côté professionnel, on s'est inquiété aussi parce qu'on s'est dit, attends, on s'est installé il y a 3 mois. On vient d'ouvrir notre petite maison d'hôtes. On était en train de lancer nos autres projets en parallèle. Et on s'est dit, mince, combien de temps ça va durer? Et oui, inquiet. Puis même pour nous, pour notre sécurité, c'est vrai qu'on voyait l'armée dans les rues. Ça a été une situation un peu tendue. Il y a du racisme qui s'est révélé aussi. Nous, à cette époque-là, on habitait dans un quartier qui était musulman. Et en fait, donc tout de suite, tous les regards se sont tournés là-dessus. Donc il y a eu des gros propos racistes. On a été en couvre-feu. Donc quand on habite en Europe et que tout d'un coup on est mis en couvre-feu avec l'armée dans les rues, avec des calaches, tu te dis ok bon. Et on nous a coupé l'accès aux réseaux sociaux aussi. Ça, c'était les premières fois qu'on découvrait ça. Voilà, comment le Sri Lanka réagissait en fait à ce type d'événement. Après, on l'a vécu encore plein de fois après sur les événements suivants. Mais on nous a coupé l'accès aux réseaux sociaux parce qu'il commençait à y avoir une haine anti-islam, anti-musulman. Et c'est vrai que quand c'est quand même ton lien avec tes proches en France, notamment les réseaux sociaux, quand même, ça aide pas mal. C'est vrai que ça doit faire bizarre. Du coup, en fait, on avait entendu des rumeurs comme quoi ils allaient couper les réseaux. Donc notre première réaction, ça a été de prévenir la famille, de leur dire bon voilà, on va bien, tout va bien, on est à la maison, mais voilà, vous inquiétez pas si les réseaux sont coupés. Par contre, c'est vrai qu'on a eu peur parce que au début, les 2 premiers jours, on est sorti juste en ville pour aller acheter deux trois trucs, enfin un peu de nourriture quoi. Et les gens nous disaient rentrez chez vous parce que la mosquée on va la faire sauter. Et nous, on était dans un quartier musulman et du coup, on a énormément paniqué et nos voisins qui sont musulmans nous disaient ouais, c'est mieux de pas sortir, etc. Et donc là, t'es dans un pays où tu ne maîtrises pas la langue, tu ne maîtrises pas les codes, et clairement, tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et avec toutes les fake news en plus qui circulaient, nouvel attentat, alerte à la bombe, machin truc, mais en fait, tu deviens complètement psychopathe, quoi. J'imagine. J'imagine que dans un pays où on n'a pas forcément les codes, etc., ça doit être quand même assez angoissant. Oui, bien sûr. Donc les attentats vont être revendiqués. Et vous, quand même, ça vous enlève pas cette envie de partir, j'ai l'impression. Parce qu'en plus, vous venez d'arriver. Déjà, on vient d'arriver, et puis d'un autre côté, c'est très difficile et c'est très triste ce que je vais dire, mais on est malheureusement habitué en Europe aux attentats. Donc on sait en fait que les gens vont oublier, on sait que les gens vont revenir, donc on a attendu. Et effectivement, l'ambassade de France a très très tardé à relever à changer en fait ses recommandations aux voyageurs. Mais finalement, ils l'ont fait et en fait, les gens sont revenus.
Et de toute façon, je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans aucun pays, on est à l'abri totalement d'un attentat. Donc voilà, bah, il fallait vivre avec, on a été patient et voilà, et on est resté et on s'est accroché. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire, on n'avait pas vraiment le choix de s'accrocher parce que ça aurait été dommage après tout ce qu'on a vécu, après tout ce qu'on a fait, ça aurait été dommage de revenir en arrière et de baisser les bras au premier, on va dire, obstacle devant nous, quoi. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, vous avez quand même vécu pas mal de choses, puisque après ça, vous avez eu la pandémie. Oui, la pandémie et puis en fait notre expérience au Sri Lanka, elle a été quand même assez chaotique, hein. On le disait, arrivé en Il y a début de l'ambiance 2019. avec vous. Ouais, il y a eu, Ouais. on s'est pas ennuyé. Donc il y a eu les attentats 3 mois plus tard, suite à notre installation, le pays s'est vidé. Donc là encore, inquiétude personnelle et Mhm. soucis professionnels parce que plus de touristes. Le tourisme reprend, Clémence l'a dit, on l'a vu dans d'autres pays aussi, les attentats, au bout d'un moment, les gens oublient, Oui. les ambassades retournent dans le vert. Et donc ça commence à reprendre en fin 2019, mars 2020, badaboum, Covid. Alors là, je pense qu'on n'est pas les seuls à s'interroger, un peu partout dans le monde, on se demande ce qui se passe, les aéroports ferment, là c'est la catastrophe, mais on n'aurait jamais pensé que ça durerait aussi longtemps. Peut-être que si on avait su, peut-être qu'à ce moment-là, on serait rentré, c'est possible, Ah, ah c'est ouais. possible. Ouais. Si on savait que ça allait durer aussi longtemps, on s'accrochait, hein, on avait envie d'y croire et en fait personne ne savait combien de temps ça allait durer le Covid et la fermeture des frontières. Comment ça s'est passé, du coup, la gestion de la pandémie au Sri Lanka? Comment vous avez vécu ça, vous, là-bas? Bah, en le début, en fait, tout a donc le Sri Lanka a très vite fermé ses frontières. Ça a été assez rapide. Je pense qu'en l'espace de 2 semaines à peu près, il a fermé ses frontières. Au début, on avait le droit de sortir une fois tous les 3 jours, je crois, pour faire des courses, mais c'était uniquement le matin. Et un jour, du jour au lendemain, ils nous ont dit demain couvre-feu total et permanent. Donc là, tu te dis, ok, comment on fait pour acheter à manger, etc. Parce que du coup, on avait absolument rien dans le frigo. Donc là, c'était un peu la panique. Ça a été un peu la panique comme ça pendant 2 semaines. Donc où on peut pas acheter d'eau, on peut pas acheter de légumes, de fruits. Enfin, c'était vraiment la galère. On n'avait même pas le droit de mettre un pied dehors en fait, donc il fallait compter sur les C'était un vendeurs. vrai confinement, quoi. Ah oui Ah ouais, oui, ouais, un vrai de vrai, Pas c'était avec la petite vraiment. promenade, la petite Non, ah sortie non, non, ouais, non, non. autorisée. à la française, ouais, une petite dérogation ou un petit chien comme prétexte. Non, non, là, c'était vraiment différent. C'était l'armée de nouveau dans les rues, de manière encore plus présente qu'après les Ouais. attentats. Donc tu te risques pas de toute façon à sortir, quoi. Ah ouais, bah non, et puis bah encore une fois, on connaît pas, on n'a pas les codes, on maîtrise pas Mhm. la langue, donc du coup c'est, Mm. non, tu t'aventures pas. Et alors, moi je me rappelle, on a quand même eu un petit vendeur ambulant qui est passé dans le quartier, et en fait il vendait un sac avec 4 pommes de terre dedans, 47 chilis et un chou. En fait, on a troqué nos chilis contre le chou des voisins. Mais enfin, on a eu un vendeur ambulant pendant 2 semaines et ensuite ils nous ont autorisé à aller à la pharmacie. Donc là, en fait, on s'est dit allez viens, on va à la pharmacie, ça nous fera une petite promenade et en fait, on a découvert que toutes les petites épiceries étaient ouvertes, mais non officiellement. En fait, ils avaient mis des espèces de rideaux et des draps devant. Et en fait, tu devais passer par la porte de derrière en te cachant pour que personne ne te voie. Et en fait, là, t'avais des fruits, des légumes, des œufs. Donc là, c'était le plus beau jour de notre vie, je crois. Bon, ça restait très régional dans le sens où puis c'était quand même attention, là on parle de 3 semaines, un mois après le confinement total, hein. Donc comme disait Clémence, on a eu quelques vendeurs ambulants qui passaient, qui amenaient des sacs de légumes et tout ça, mais à un moment donné on avait des vendeurs ambulants qui amenaient que du pain. Alors, franchement, pendant 4 jours on a mangé des toasts. On commençait vraiment à manquer de tout, on n'avait plus de lait, plus d'œufs, plus rien. C'est là où même les gens devait en fait improviser parce que donc c'est pour ça que les petits magasins dans le village commençaient gentiment à rouvrir mais la porte arrière et commençaient à vendre des légumes, des œufs, du lait
parce qu'il fallait bien trouver une solution. C'est un peu comme s'ils avaient tout fermé d'un coup sans réfléchir, mais enfin je veux Ouais, ils dire vous ont pas dit, bon bah dans 3 jours, c'est confinement total, donc allez faire vos provisions, quoi. exactement, ils ont commencé à le faire, mais beaucoup plus tard. Donc ils se Ah sont ouais. organisés en guillemets à la Sri Lankaise. Hein. Donc ils ont ils ont attribué des jours, c'était je crois 2 fois par semaine, Un numéro de et carte d'identité, je avec crois. numéro de carte d'identité. Et je t'explique même pas les queues. Il fallait aller à 5h45. J'étais devant le supermarché et j'ai pu entrer à 11h dans le supermarché, sachant qu'il y avait déjà quasiment plus rien. Et est-ce qu'il y a eu beaucoup de personnes touchées par le Covid? Comment ça s'est passé là-bas? Bah, le Sri Lanka, c'est toujours difficile d'avoir des informations Ah, officielles. Donc en fait, il y a les informations officielles et les officieuses. On sait pas vraiment. On sait pas vraiment. ah ouais, à ce point-là. En En- fait, on connaît du monde qui travaille dans les hôpitaux. On sait aussi que, en fait, certaines personnes étaient comptées à double, tout simplement pour avoir des doses de vaccins gratuites. Parce que le Sri Lanka ne pouvait pas s'offrir les doses de vaccins. Ah, Donc, en fait, en ne donnant pas les informations correctes, en fait, ça permettait d'avoir des doses en plus. Donc nous, on connaît beaucoup de monde, hein, qui a été touché, etc. Effectivement, il y a eu beaucoup de morts, comme dans tous les pays, mais mhm. en ce qui concerne la véracité des chiffres, Ouais, on peut pas honnêtement, savoir exactement. non. non. Par contre, une chose est sûre, quand t'étais officiellement contaminé, donc on t'emmenait dans un gymnase, en centre de quarantaine, et puis les gymnases, c'est des gymnases où il pleut à l'intérieur, tout le monde est pacté en même temps. Enfin ouais, c'est assez glauque. Et quand il y avait plus de place, en fait, et ben on te mettait un gros sticker sur ta porte en disant attention contaminé. Bon, au final, si on relativise, c'est toujours moins pire qu'en Chine. Hein, parce qu'en Chine, ils mettaient Oui, des oui, oui. cadenas et des barrières en bas Mm. des immeubles, donc ça va. Oui, oui, c'est clair. Et donc ça a duré combien de temps au final pour vous? Et puis le pays a rouvert au bout de combien de temps? Et comment ça a repris un peu tout ça? Alors le premier confinement s'est arrêté je crois qu'on a eu 3 mois de confinement ou un truc comme ça. Après, pendant à peu près, je dirais 5 mois, on a vécu sans Covid. C'est comme si le Covid n'existait plus. Tout le monde était dans les Du bars, dans jour au les lendemain. restaurants. Ah ouais, ouais, vraiment. Ah Mm. wow, Ah ouais. ok. En fait, ils ont dit, voilà, on est sur une île, comme plus personne peut rentrer et que tout le monde a été contaminé, bah, il y a plus de Ah. malades. Sauf que c'était pas vraiment vrai, mais bon. Et en fait, tout le monde vivait, mais vraiment normalement. Tout le monde allait au restaurant, au bar. Enfin, vraiment, c'était assez impressionnant. Nous, on a beaucoup voyagé à cette période-là sur le Sri Lanka, parce que du coup, tous les hôtels étaient hyper cheap. Et puis, 6 mois après, il y a eu des histoires de pêcheurs qui allaient dans les eaux indiennes et qui auraient été contaminés. Et donc là, ça a tout... ben voilà, là, de là, on a bien été recontaminé, enfin reconfiné, pardon. Mais le Sri Lanka a quand même réouvert assez rapidement ses ports. Mm. Alors tu pouvais voyager en étant... c'était un peu compliqué, tu devais voyager uniquement avec une agence. Tu devais être habillé en cosmonaute quand tu étais à l'extérieur. Tu devais déclarer tes heures de visite. Enfin, c'était assez spécial, mais le Sri Mhm. Lanka a réouvert assez rapidement et progressivement, en fait, ils ont enlevé toutes leurs restrictions jusqu'à être le premier pays d'Asie à réouvrir ses ports de façon Ah, normale. Ça, Ouais. c'était Bon, en septembre 2022, non? Un truc comme c'est ça, vrai hein. qu'on était les premiers à rouvrir. Il y a eu effectivement des restrictions trop complexes, quoi, où ils ont essayé de faire ces systèmes de quarantaine comme ailleurs. D'ailleurs, honnêtement, à ce moment-là, nous professionnellement parlant, on n'y arrivait toujours pas parce que personne, quand les gens ont 2 semaines de vacances et qu'on leur impose 2 semaines de quarantaine, ou alors par-ci par chance ils ont 3 semaines, ça leur fait 2 semaines enfermées pour une semaine à découvrir le pays. Donc c'est vrai que c'était pas intéressant. Et par contre, un peu plus tard, là, le Sri Lanka a joué un bon coup. Je crois que c'était Septembre 2021, non, ouais, ouais. septembre-octobre 2021. Et là, effectivement, ils ont tout relâché. Alors là, mon Dieu, ça a été la bénédiction. ah Et ouais. c'était incroyable parce que bah déjà personnellement nous on sortait enfin de ce confinement, quoi, même peut-être plus tôt que certains, sachant qu'on avait eu quand même un confinement assez intense, enfin plusieurs blocus, plusieurs confinements intenses. Et là aussi au niveau professionnel, incroyable parce que bah en fait tous les voyageurs en Europe qui avaient été confinés pendant tout ce temps n'attendaient qu'une chose, c'était de repartir à l'étranger,
partir loin, ils avaient besoin de se changer les idées. Et quand ils regardaient les destinations possibles, le Sri Lanka était la seule ou l'une des seules destinations possibles en Asie. Alors là, pour le coup, ça a été l'osmose. Là, on était. Ça a quand même été des longs mois, je trouve, d'incertitude pour eux. Oui, ça a été des longs mois d'incertitude et il y a quelque chose aussi qu'on n'a pas mentionné, c'est que nous, en tant que blancs expatriés là-bas au Sri Lanka, on a été considérés vraiment pendant un moment comme des pestiférés. Hein. Ça a été, je dirais surtout les 6 premiers mois du Covid, parce que le fait d'être justement sur cette île et quand le premier confinement a été relâché, il y avait cette idée en fait que entre Sri Lankais, il y avait pas de souci, que c'était le pays était fermé, donc maintenant le Covid n'allait plus revenir sur l'île. Et dès qu'il croisait un blanc, c'est vrai qu'il devait se dire ouais, mais comment il a pu arriver là, lui, oulala, donc il changeait de trottoir et c'est vrai que ça a été une période un peu étrange aussi à vivre à ce moment-là. Ouais. Donc finalement, ça va finir par reprendre, mais encore une fois, une nouvelle mésaventure. Donc le On Sri dit Lanka jamais qui se 203. déclare, c'est ça, qui se déclare en faillite. Donc ça c'est plutôt récent, printemps 2022. Printemps 2022, ouais, en fait. À chaque fois, vous, c'est par là, quoi. Mars, avril, il se passe quelque chose. Ah ouais, non, mais c'est Exactement. vrai, c'est exactement ça. C'est terrible. En fait, février, mars, déjà, il y a eu des petits problèmes au niveau de l'essence. C'est vrai que plusieurs stations disaient ne pas pouvoir se ravitailler. Ah oui. Et effectivement, on commençait à avoir des petites coupures d'électricité. Alors, on a toujours eu des coupures d'électricité au Sri Lanka parce que c'est un pays qui produit son électricité c'est de l'hydraulique, tout simplement. Donc, selon et des stations alimentées au fioul. C'est un peu archaïque le système électrique au Sri Lanka. Et donc forcément, quand on est en saison chaude, les lacs sont quasiment vides, donc forcément, il y a moins d'électricité. Donc on avait déjà eu des coupures, et là, ça devenait un petit peu plus régulier, elles devenaient un peu plus longues. Et effectivement, en mai, je crois, 2022, on a eu des coupures d'électricité allant jusqu'aux 10 heures par jour. On a passé 3 mois sans goutte d'essence. Donc il y avait des files d'attente énormes aux stations-service. C'était vraiment, elles étaient ravitaillées au compte-gouttes. On a des amis qui ont fait la queue pendant 5 jours dans leur voiture pour essayer d'avoir une goutte d'essence. Enfin, c'était vraiment compliqué. Donc, nous, forcément, zéro travail, rien du tout. Les gens avaient trop peur de venir et de se retrouver coincés. On allait faire les courses en vélo quand on pouvait faire les courses parce que pas d'essence, donc forcément les magasins sont vides. Donc c'était assez compliqué. Donc le Sri Lanka s'est déclaré en faillite et on a eu une petite révolution, enfin une grosse révolution quand même, parce que les Sri Lankais en pouvaient plus, quoi, tout simplement. 10 heures de coupure d'électricité par jour, pas d'essence, tu peux pas travailler. Donc les Sri Lankais se sont réunis en masse, ont marché tous ensemble vers le palais présidentiel pour demander la démission du président. Rien que ça. Et alors, comment est-ce que vous avez vécu tout ça, là? En fait, déjà, on était très fiers d'eux. En fait, au tout début, quand justement au début de printemps, on a commencé à voir qu'il y avait des problèmes d'essence, des problèmes de gaz, on a approfondi et on a essayé de suivre les nouvelles locales. C'est ensuite ça s'est répandu à l'international. Tout le monde a été au courant après presque de ce qui s'est passé au Sri Lanka. Et on comprenait pas bien, en fait, on savait pas ce que c'était être ce qu'est un pays qui est en banqueroute, qui peut plus se ravitailler. Donc on a commencé à se renseigner, on a compris ce qui se passait. Après voilà, il y a plusieurs versions. C'est vrai que il y a eu une mauvaise gestion du Covid, c'est ce qui a été dit souvent dans les journaux à l'international. Okay. Et puis il y a ça aurait affaibli le pays économiquement. C'est une version qui est peut-être pas totalement juste. Il y a aussi d'autres problèmes au niveau politique là-bas en local au Sri Lanka. Après je m'étalerai peut-être pas trop non plus sur le sujet, mais une très mauvaise gestion politique et économique tenue par cette famille qui est qui tient le pouvoir depuis longtemps.
Ils sont hautement, à mon avis, hautement responsables de ce qui s'est passé. Et voilà, et économiquement, le pays ne tenait plus, donc ils pouvaient plus acheter d'essence, plus de gaz, plus d'électricité. Et c'est vrai que là pour le coup, on l'a vécu. Là, ça a été dur. C'était peut-être la fois de trop. On s'est dit, mince, là, qu'est-ce qu'on fait, quoi? De nouveau, le tourisme s'effondre, les gens ont peur de venir. En fait, c'était hyper partagé comme sentiment parce que d'un côté, on était super fiers que les Sri Lankais se rebellent Bien sûr, ouais, bien sûr. et enfin parce que c'est quand même un peuple qui a beaucoup souffert, c'est quand même un peuple qui se laisse faire, qui dit jamais rien, et là de les voir tous ensemble marcher parce Ouais, que enfin faire quelque chose, ouais, quoi. Ouais, bien Ouais. sûr. parce que les réseaux sociaux avaient été coupés et les trains avaient été fermés pour empêcher les manifestants de rejoindre la capitale. Oh, Donc ouais. là, tu te dis, ok, les mecs le font, ils ont cassé les barrières du palais présidentiel pour rentrer dans la maison. Enfin, c'était assez impressionnant comme image. Franchement, on était hyper contents pour eux. Mais d'un autre côté, on se dit, ok, là, connaissant un peu le Sri Lanka et la position de l'armée et la position du gouvernement, on s'est dit, là, ça risque vraiment d'être compliqué. L'ambassade envoyait quand même régulièrement des mails en disant, bon, faites gaffe parce que ne sortez pas, parce que c'est quand même très instable comme situation. Là, on s'est dit, ok, là, c'est tout à fait possible qu'il y ait de nouveau une guerre qui arrive dans le pays. Donc là, t'es partagé et tu te dis, ok, qu'est-ce qu'on fait à part là, faut vraiment, tu restes à la maison et puis t'attends, tu vois ce qui se passe, quoi. Ouais, du coup, alors vous, votre état d'esprit, vos plans, qu'est-ce que... Justement, à ce moment-là, on se dit, mince, quoi, si on fait la récap, on arrive en janvier 2019, on a les attentats, donc on a réussi seulement donc après les attentats, on a commencé à tourner un petit peu avec nos différents projets, on a le Covid. Entre le Covid et la crise économique, il y a eu quoi, 6 mois, 9 mois, et badaboum. Là, vraiment, on commence à se dire, mince, quoi, c'est pas possible, quoi. Là, c'était vraiment surtout un souci professionnel où on se dit, mais enfin, on avait que des annulations. Et ouais, on commence à s'inquiéter. C'est le coup dur cette fois, plus que... Enfin, la troisième fois, là, ça devient... Ouais, bien sûr. C'est surtout que, enfin, les attentats, tu sais qu'il y a une porte de sortie. Le Covid, on a vu que bon, il y avait quand même une porte de sortie. On sait que le Sri Lanka a beaucoup de potentiel, hein, parce que, alors, je veux dire, on a du travail, on marche très bien, mais c'est quand même assez instable. Là, on a un gouvernement qui est temporaire, on ne sait pas ce qui va se passer, s'il y a de nouvelles élections ou quoi que ce soit. Donc on s'est dit, on peut plus s'assurer, on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier, c'est pas possible, on peut plus faire ça. Il faut absolument qu'on ait une porte de sortie et il faut qu'on puisse se diversifier si jamais il se passe encore quelque chose au Sri Lanka, quoi. Donc de là est né, en fait, suite à la crise économique et suite à tout ce qui nous est arrivé avant, on s'est dit que pour notre agence, il fallait qu'on ait d'autres destinations à promouvoir en Asie, qu'on ne pouvait plus compter sur le Sri Lanka uniquement, parce que si on faisait la récap, on avait le Covid qui a été un problème international, et on avait quand même deux problèmes internes au pays, hein, les attentats en 2019 et la crise économique. Donc voilà, on s'inquiétait vraiment, à ce moment-là, on savait pas ce qui allait se passer et si le pays allait se redresser, donc on s'est dit, autant avoir d'autres destinations à promouvoir, même si on adore le Sri Lanka et que on y croit et on y croira jusqu'au bout. Et là d'ailleurs ça reprend super, mais on s'était dit voilà, on aimerait bien organiser des voyages ailleurs aussi. Et pour nous, ça a été une expérience personnelle géniale que de repartir à l'étranger, de changer d'air. Vous quittez pas vraiment le Sri Lanka, au final. Alors, on quitte pas vraiment le Sri Lanka parce que là, de toute façon, on est en voyage, on est encore en voyage. On rentre au Sri Lanka en janvier. Et puis, on verra bien ce qui se passe. Ok, donc finalement, vous savez encore pas trop. On a quelques idées. Ça a été le coup de trop, en fait, la banqueroute. Alors, c'est qu'on lâchera sûrement pas le Sri Lanka parce que c'est vrai que c'est vraiment une destination exceptionnelle. Hein. C'est ça, puis vous restez peut-être aussi un peu sur votre faim aussi par rapport à tout ce qui s'est passé et vous, ce que vous imaginez aussi comme vie là-bas. Oui et non, parce que d'un autre côté,
On a vécu des choses extraordinaires au Sri Lanka pendant 5 ans. On a rencontré vraiment des personnes. Enfin voilà, on a vraiment des amis. On a rencontré, on a eu des guest house, donc ça nous a permis de faire des rencontres inoubliables. Donc non, le Sri Lanka, on est vraiment pas resté sur notre faim. Après, il faut qu'on pense professionnellement à nous. Parlant, ouais. Voilà, il faut qu'on puisse se donner tous les moyens en fait de diversifier notre activité parce que sans prétention, on sait que ce qu'on fait, on le fait bien. Et en fait, on veut pouvoir donner la même qualité de travail et offrir les mêmes prestations à nos voyageurs. Donc il faut sur d'autres destinations. Voilà, donc il faut qu'on puisse absolument maîtriser ces destinations comme on peut maîtriser le Sri Lanka. Donc je pense que voilà, ça fait 5 ans qu'on est au Sri Lanka, on connaît parfaitement le Sri Lanka, on adore le Sri Lanka, on n'abandonnera jamais le Sri Lanka. Mais voilà, mais je pense que dans un futur plus ou moins proche, on va essayer de on va dire d'avoir. Délocalisé? Oui, voilà, peut-être. Tu nous fais dire des choses qu'on n'a pas envie. Et peut-être que, bon, on a quand même parlé d'événements assez négatifs. Peut-être que vous pourrez nous dire aussi, vous, ce que vous aimez du Sri Lanka quand même, avant qu'on termine cet échange, parce que c'est quand même une très belle destination. Hein. Oui, alors c'est clair que le Sri Lanka, c'est pour les personnes qui ont qui vont 2 semaines pour voyager, on va dire en moyenne, hein, les gens vont partir 2 semaines en vacances. Le Sri Lanka, c'est une destination incroyable parce qu'en 2 semaines, ils vont pouvoir avoir un panel de plein d'expériences différentes. Les paysages sont tous complètement différents et c'est tout petit au final. Alors attention parce que les distances peuvent paraître courtes mais c'est quand même très long parce qu'au Sri Lanka vous avez les tuk-tuk, les camions, les chiens, les singes, les vaches, les éléphants sauvages, tout le monde sur les mêmes routes. Et mais sur une si petite région, sur un si petit pays, en fait vous faites à peine 50-100 kilomètres et ce sont des paysages complètement différents à chaque fois. Vous avez plus au nord des paysages arides, une culture tamoule, des temples hindous. Plus au centre, c'est beaucoup plus bouddhiste, plus culturel. Vous faites encore quelques kilomètres, vous arrivez sur la région du thé, qui est une région montagneuse. Il fait frais, il fait bon, les paysages sont splendides. Et puis voilà, vous continuez de descendre, c'est des plages de rêve, c'est des safaris. On peut voir des léopards au Sri Lanka relativement facilement. Et c'est vraiment le Costa Rica de l'Asie du Sud. C'est au niveau de la biodiversité, c'est rien que nous dans le jardin de la maison, là où on habitait, on avait, je sais pas, 30, 40 espèces d'oiseaux rien qu'autour de nous. Et sur le temps où on habitait là, on a finalement pu presque tous les observer. Et ça n'a pas de prix. Au niveau nature et dépaysement, le Sri Lanka, c'est waouh. Et qu'est-ce que ça vous a apporté, vous, cette vie, enfin, du coup, de vivre à l'étranger? Donc, peut-être personnellement, chacun, qu'est-ce que ça a nourri chez vous? Qu'est-ce que ça a changé chez vous? Ça nous a apporté énormément de choses. Déjà, on a grandi. Ça nous a vraiment grandi dans tous les sens du terme. Ça nous a appris à nous dépasser, à se rendre compte que malgré tous les événements qui nous sont arrivés là-bas, on lâche rien. On a quand même cette volonté de toujours recommencer en plus. On a quand même créé 3 entreprises en partant de rien dans un pays qu'on ne connaît pas. Donc voilà, donc on a de la volonté, humainement, ça nous a apporté beaucoup de choses. Je pense aussi qu'on est beaucoup plus patient, on est beaucoup plus tolérant. Faut dire aussi que, et j'ai oublié de le préciser, les Sri Lankais sont aussi très très accueillants. Et c'est ça que les gens aiment quand ils viennent au Sri Lanka. C'est l'accueil légendaire des Sri Lankais. Et c'est important de dire aussi qu'on a vraiment pu découvrir le savoir-vivre et la culture sri-lankaise pendant toutes ces années. Et ça a été une chance. On a eu aussi, bien sûr, on a parlé des attentats et on a exprimé le fait que ça a été dur pour nous professionnellement parlant. Mais il faut pas oublier qu'on a eu beaucoup de compassion pour eux parce que c'est un peuple qui a vécu 30 ans de guerre civile. Et qui vous a touché aussi à travers les rencontres. Ça nous a beaucoup touché, bien sûr. Donc au niveau émotion, ça a été des hauts, des bas, tout comme pour le professionnel.
Mais c'était une expérience qu'on serait tout à fait prêt à refaire aujourd'hui et voilà, ça fait partie des choses, ça fait partie de l'aventure. Ça a été une Et sacrée ça aventure. renforce un couple aussi, j'imagine, de partir vivre comme ça à l'étranger. Ah bah là, je pense qu'il peut plus vraiment nous arriver grand-chose, hein. On a donné, hein. Ah ouais. Bon après, je dirais, bah ça pour le coup, les confinements, je pense que ça a été un peu Oui, il y a eu pareil aussi avec. l'épreuve des confinements, évidemment. Ouais, voilà, avec tous les couples. Mais effectivement, ouais, à part les confinements, c'est sûr, bah c'était beaucoup de questionnements. Mais c'est bien, ça nous a permis, c'était très stimulant, ça nous a permis d'échanger et de rebondir. Cette faculté de rebondir, c'est ce qu'on a fait justement lors de ce grand voyage qu'on est en train de gentiment terminer, à se dire, ben voilà. Au cas où, allons voir ailleurs aussi ce qui se passe, et on adore le Sri Lanka, on continuera toujours de travailler sur le Sri Lanka, mais c'est aussi très stimulant d'aller découvrir de nouveaux horizons et d'essayer de reproduire la même chose ailleurs. Complètement. C'est la passion du voyage et d'organiser des voyages aussi. Mais on arrive déjà à la fin de notre échange sur le Sri Lanka. Je suis super contente qu'on ait pu aborder ce pays depuis le temps. Peut-être qu'on pourrait conclure cet épisode en encourageant les personnes qui ont peut-être peur, qui n'osent pas franchir le cap de partir vivre à l'étranger, qui en rêvent, mais il leur manque le petit élan, le petit truc qui va faire qu'ils vont oser. Bah moi, ce que je pourrais dire, c'est de toute façon qui ne tente rien n'a rien, et que si ça marche pas, bah ça marche pas, vous revenez. Ce sera pas une défaite ou quoi que ce soit, au moins vous aurez eu le mérite d'essayer. Et que de toute façon, c'est une expérience, qu'elle fonctionne ou qu'elle fonctionne pas, c'est une expérience de vie qui de toute façon apportera quelque chose et ne pourra être que bénéfique. Donc voilà, il y a pas de raison, lancez-vous et vous verrez bien. Je dirais qu'il faut oser. Je dirais qu'il y a malgré tout deux types de personnes. Il y a quand même ceux qui vont préférer avoir un salaire tous les mois, une situation confortable, une sécurité. Et je pense que pour les autres, ceux qui ont vraiment cet esprit entrepreneur, et qui ont peut-être pas forcément pensé à une destination autre que la leur, que le pays où ils se trouvent, je pense qu'ils devraient y réfléchir fortement et que ça amène encore plus de piment à l'aventure entrepreneuriale. Ça amène aussi plus de challenge parce que on perd ses repères, ce sont pas les mêmes codes. Mais c'est une aventure tellement extraordinaire parce qu'en même temps qu'on entreprend quelque chose, et en même temps qu'on apprend sur l'expérience d'entrepreneuriat, et en fait en parallèle on va aussi apprendre sur la culture du pays dans laquelle on est, sur les gens, voilà. Pour moi c'est une expérience entrepreneuriale encore plus enrichissante qu'une société qu'on pourrait créer dans son pays de résidence, voilà. Donc vraiment il faut pas hésiter à se lancer et il faut quand même avoir un petit support au cas où, être prêt à se retourner, être prêt à rebondir, et il faut tenter l'aventure. C'est une expérience tellement incroyable. Allez-y, il faut y aller, bien sûr. Mais merci beaucoup. Merci Adèle. Ouais, merci. À bientôt. À bientôt. C'est la fin de cet épisode, mais j'ai encore besoin de vous. Si vous avez Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et même à mettre un petit avis. Cela m'aide énormément à faire gagner en visibilité à ce podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager au plus grand nombre. Il ne me reste plus qu'à vous dire à lundi pour un prochain épisode de Frenchies autour du monde.